à nos histoires, y compris les tout nouveaux épisodes de Sunspire Academy, Efrin et Rimiki. Si vous souhaitez débloquer un accès anticipé et soutenir les nouveaux épisodes et les séries à venir, cliquez sur « Rejoindre » ci-dessous pour devenir membre Starbondes maintenant. Passons maintenant à l'histoire d'aujourd'hui. Le capitaine Devon Harris était appuyé contre le hublot des quartiers des humains du vaisseau de maintien de la paix Harmonie, regardant le monde bleu-vert de Vega 9 s'agrandir à mesure qu'il s'approchait. Son reflet le regardait fixement à travers le verre renforcé. Ancien membre décoré des forces spéciales, ses yeux avaient vu trop de combats pendant les conflits isolés de la Terre. L'uniforme blanc et bleu immaculé du corps de la paix galactique ressemblait plus à un costume qu'à l'équipement de combat pratique qu'il avait porté pendant la majeure partie de sa carrière. Il était conçu pour l'apparence plutôt que pour la fonctionnalité, tout comme le rôle des humains au sein même du noyau. L'ironie ne lui échappait pas. Les soldats les plus compétents de l'humanité avaient été réduits à des diplomates glorifiés car la communauté galactique les considérait comme des êtres émotionnellement perspicaces plutôt que ce qu'ils étaient réellement, des prédateurs au sommet de la chaîne alimentaire évolués au fil de millénaires de chasse et de guerre. La voix du capitaine Sofia Lorenzo le tira de ses pensées. Les équipes se rassemblèrent pour le briefing final. Devon acquiesça en redressant son uniforme impeccable. « Merci Sophia, j'arrive tout de suite. » Il la suivit à travers les couloirs incurvés du Harmonie. Le vaisseau était une merveille d'ingénierie galactique, lisiette ergonomique, avec des composants biologiques intégrés de manière transparente à la technologie. Comme tout ce qui se trouvait dans le domaine du Conseil galactique, il avait été conçu pour des êtres qui avaient évolué en tant que coopérateurs 7 bâtisseurs de consensus, plutôt qu'en tant que concurrents et prédateurs. L'équipe humaine attendait dans Sunspace commun désigné, un espace nettement séparé des quartiers principaux de l'équipage. Le lieutenant Lorenzo prit place à côté du spécialiste Marlowe Reed, un expert en communication dont le comportement décontracté masquait une grande expérience du combat. Le docteur Monique Washington, leur médecin, examinait des données sur sa tablette. Son expérience des traumatismes sur le champ de bataille dépassait de loin son rôle officiel. Mais le noyau n'avait jamais reconnu cette divergence. Le sergent Ellie Kane, leur spécialiste de la sécurité, arpentait la pièce avec une énergie à peine contenue, perpétuellement frustré par les restrictions imposées aux soldats de la paix humains. « Très bien, Devon », commença-t-il en activant l'écran holographique. « Passons en revue la situation sur Vega 9. » L'écran montrait une immense installation minière creusée dans une chaîne de montagnes, à côté de colonies d'indigènes réparties dans des vallées riches en végétation. Le consortium minier CRI revendique le droit légal d'extraire de l'iridiumètre, d'autres minéraux rares de terre que les colons locaux considèrent comme sacrés, expliqua Devon. Les colons ont bloqué l'opération minière au cours des 3 derniers cycles lunaires et les tensions s'intensifient. Notre mission est de soutenir l'unité de maintien de la paix du commandant Trellick pendant les négociations. Et par soutenir, vous voulez dire rester dans un coin avec un air compatissant pendant que les vrais soldats de la paix s'occupent de tout, remarqua Ellie d'une voix teintée de frustration. Devon lui lança un regard d'avertissement, même s'il ne pouvait pas le contredire. Nous connaissons tous nos paramètres. Observés, conseillés, les soldats de la paix apportent une perspective humaine réduite à animaux de soutien émotionnel, ironisa Marlowe, provoquant des rires amers dans la pièce. J'ai analysé les colons lors de négociations précédentes, ajouta Monique en faisant défiler se frotter les données. Ils ont tendance à capter rapidement les émotions. Autrement dit-il, sont instables. Ils pourraient percevoir les émotions négatives que nous affichons, ce qui pourrait compromettre les négociations. Devon acquiesça. Bon point. Quels que soient nos sentiments personnels, cette mission a besoin que nous montrions notre meilleur visage. Les Keith veulent une démonstration de force, et si le commandant Trellick se range de leur côté, cela pourrait vite dégénérer. Le système de communication du vaisseau émit un son doux, conçu pour apaiser la plupart des espèces galactiques,
mais que les humains trouvaient légèrement irritant. « Capitaine Harris, » dit la voix mélodieuse du commandant Trellick, « votre présence est requise pour le briefing de mission. »« Bien, commandant, j'arrive, » répondit Devon en regardant son équipe. Vérification finale de l'équipement. Seuls les outils défensifs standards étaient visibles, car tout autre équipement non réglementaire nécessaire pour rester caché pouvait être considéré comme provocateur. L'accord entre la Terre et le Conseil galactique limitait les forces de maintien de la paix humaine à des moyens de dissuasion non létaux, mais toutes les équipes humaines avaient trouvé des moyens de contourner ces restrictions. Allons clair, tout équipement non réglementaire devait rester caché. L'accord entre la Terre et le Conseil galactique limitait les forces de maintien de la paix humaine à des moyens de dissuasion non létaux, mais chaque équipe humaine avait trouvé de moyens de contourner ces restrictions. « Allons-y », ordonna Devon. « Et n'oubliez pas que nous sommes des humains calmes et empathiques. C'est ce que tout le monde attend de nous. » Les sourires qui lui répondirent n'avaient rien d'amusé. Le commandant Trellick dominait Devon dans la salle de briefing. Les 4 membres supérieurs de l'officier Balmori manipulaient les commandes holographiques, tandis que ses membres inférieurs maintenaient un équilibre parfait. Son exosquelette reflétait la lumière bleue des écrans et ses yeux composés se concentraient indépendamment sur différents flux de données. « Capitaine Harris », salua Trellick sans regarder Devon directement. « Nous approchons de Vega 9. La situation s'est envenimée depuis que notre mission a été autorisée. » « Qu'est-ce qui a changé, commandant? » Le directeur minier de Kith, Rav Corith, a pris le contrôle direct des négociations. Il est connu pour ses négociations agressives. Les manipulateurs balaxiens réorganisèrent l'écran pour montrer un C lourdement blindé. De plus, les colons avaient élu une nouvelle représentante, Shara Maluk Amalding. L'image changea pour montrer une humanoïde élancée à la peau translucide à travers laquelle on pouvait voir des schémas circulatoires complexes. Ses grands yeux complètement sombres dominaient un visage délicat. Comme vous le savez peut-être, les Vagalans sont une espèce indigène féroce, technologiquement primitive par rapport aux standards galactiques mais efficaces, sans parler de leur instabilité émotionnelle. Les mandibules de Twiklikern, signe que Devon avait appris à reconnaître comme un signe de rejet. C'est là que votre équipe sera la plus utile. Nous espérons que les remarquables capacités diplomatiques des humains pourront aider à stabiliser les négociations lorsque les émotions des Vegalianes deviendront perturbatrices. Devon remarqua les suppositions contenues dans l'évaluation de Trellick, mais garda une expression neutre. Les humains n'étaient pas particulièrement diplomates ou empathiques par rapport à de nombreuses espèces. Ils étaient simplement plus doués pour détecter les intentions hostiles et anticiper la violence grâce à des compétences acquises au fil des millénaires en tant que prédateurs et proies. « J'ai examiné les plans des installations », dit Devon en manipulant l'écran pour mettre en évidence plusieurs zones. « Ces points d'accès semblent vulnérables. Nous devrions envisager des mesures de sécurité supplémentaires, en particulier ici et ici. » Il indiqua les angles morts du système de surveillance. Les membres supérieurs de Travik s'immobilisèrent. « Capitaine Harris, votre avis est précieux là où? Le corps de la paix galactique a établi des protocoles de sécurité appropriés pour ce type de négociation. » Devon ravala sa fierté et accepta le renvoi habituel. « Bien sûr, commandant, je ne faisais que donner mon point de vue, » répondit Trellick Dunton, qui indiquait clairement qu'il serait rapidement ignoré. Votre équipe se concentrera sur la surveillance de l'atmosphère émotionnelle et fournira des informations sur les humains lorsque cela sera demandé. La nature sensible de ces négociations nécessite une gestion délicate par des gardes de la paix expérimentés. La hiérarchie implicite était claire malgré 5 années de service exemplaire au sein du noyau dur. Devon et son équipe humaine restaient fermement au bas de la hiérarchie, utiles pour leur supposée intelligence émotionnelle, mais jamais pris au sérieux en tant qu'atout tactique. « Nous comprenons notre rôle », répondit le commandant Devon avec une déférence bien rodée. « Mon équipe sera prête à vous aider dans la mesure de vos besoins. » Trellick sembla satisfait de cette réponse. « Bien, nous allons accoster. »« En 30 minutes, assurez-vous que votre équipe est correctement vêtue de l'uniforme de cérémonie. »
les cris réagissent bien aux présentations formelles de l'autorité. Après que Trellick l'ait congédié, Devon resta seul dans le couloir, s'accordant un moment de frustration avant de rejoindre son équipe. 5 années de ce traitement lui avaient appris la patience, mais cela ne devenait jamais plus facile. Son esprit revint à son recrutement dans le corps de la paix galactique après un service militaire distingué sur Terre. Il avait été approché par le représentant humain du GPC, un diplomate qui lui avait expliqué que l'admission de l'humanité au Conseil galactique était assortie de conditions. Les humains se verraient accorder le statut d'observateur, limité à des rôles de maintien de la paix sans combat, car le Conseil considérait les humains comme une espèce de proie émotionnellement évoluée dotée de remarquables capacités diplomatiques. Cette caractérisation avait à la fois amusé et inquiété les dirigeants de la Terre, mais ils savaient accepter cette classification comme politiquement opportune. Le premier contact avait eu lieu lors d'un sommet mondial pour la paix qui avait montré l'humanité sous son meilleur jour en matière de coopération. Mieux valait être considéré comme une proie diplomatique que de risquer d'être classé comme un prédateur dangereux et potentiellement exclu de la société galactique. Devon s'était porté volontaire malgré les avertissements selon lesquels ses compétences au combat seraient délibérément sous-utilisées. Il pensait que l'humanité avait besoin de représentants qui comprenaient à la fois la diplomatie et la guerre. Il avait perdu trop de personnes lorsque l'une avait été utilisée sans l'autre. 5 ans plus tard, cette conviction avait été mise à l'épreuve quotidiennement, mais jamais ébranlée. Redressant les épaules, il retourna préparer son équipe à tout ce qui les attendait sur Vega 9. La délégation de maintien de la paix débarqua de sa navette dans l'immense installation minière CRI, semblable à une cathédrale. Les plafonds vertigineux en pierre polie, soutenus par des éléments architecturaux géométriques en forme de cerf-volant, créaient une atmosphère d'une grandeur intimidante. Devon remarqua immédiatement les angles morts de la surveillance, les multiples points d'entrée non sécurisés et l'absence flagrante des protocoles de sécurité CRI essentiels qu'il avait étudiés en préparation de la mission. Devon croisa le regard de Sophia et lui fit le signe discret qu'il savait mis au point pour signaler un environnement potentiellement dangereux. Elle acquiesça presque imperceptiblement et commença à transmettre discrètement l'avertissement au reste de l'équipe. La délégation fut accueillie par Rav Korit, le directeur de la mine Crit, une figure imposante dont le corps segmenté était partiellement recouvert d'une armure cérémonielle incrustée de métaux précieux. Ses yeux composés reflétaient l'image fragmentée de la délégation, tandis qu'il effectuait des gestes de salutation élaborés. Le consortium minier CRI souhaite la bienvenue au corps de la paix galactique, annonça Rav Korit, son traducteur traduisant ses cliquetis et ses gazouillis en langage galactique standard. Nous apprécions votre intervention dans ce malheureux différend. Le commandant Trellick s'avança, sa propre armure de cérémonie brillant. Le noyau maintient la neutralité tout en recherchant une solution bénéfique pour toutes les parties. La représentante de la colonie, Charast, se tenait légèrement à l'écart de la délégation CRI. Sa peau translucide pulsait de couleurs que Devon reconnut comme des indicateurs de l'état émotionnel des Végalions, qui montraient actuellement de la tension et de la méfiance. « Nous accueillons la paix », dit-elle d'une voix mélodieuse aux subtiles harmoniques qui résonnaient dans toute la salle. « Mais la paix nécessite la justice, pas seulement une résolution. » Devon observa les subtils changements de posture parmi les représentants CRI, leurs mandibules claquant rapidement en signe d'irritation. Les soldats de la paix Balmori semblaient inconscients de ces signaux, mais l'équipe de Devon les remarqua immédiatement et échangea des regards chargés de sens, tandis que les présentations officielles se poursuivaient. Devon gardait son attention partagée entre la procédure et l'environnement. Quelque chose ne tournait pas rond. La présence des forces de sécurité était à la fois trop visible dans les positions cérémonielles et notablement absente dans les endroits stratégiques. Soit les CRI étaient incompétents en matière de sécurité protocole, ce qui était peu probable compte tenu de leur histoire militaire, ou bien cela avait été délibérément mis en scène. La délégation se rendit dans une grande salle de conférence équipée d'une table circulaire,
conçu pour éliminer toute position hiérarchique. Devon remarqua que les représentants des cris semblaient mal à l'aise avec cette disposition, mais s'y conformèrent avec une réticence évidente. Avant que les négociations puissent commencer, une nouvelle série d'explosions secoua le bâtiment. Les portes de la salle de conférence se refermèrent brusquement, tandis que des militants cris en armure envahissaient la pièce par des entrées dissimulées, les armes à la main. Contrairement aux gardes d'honneur, ceux-ci portèrent des équipements de combat fonctionnels et se déplaçaient avec précision militaire. Les soldats de la force de maintien de la paix balmorienne ont réagi conformément à leur entraînement, se déplaçant pour protéger les diplomates tout en cherchant leurs armes cérémonielles mais fonctionnelles. Ils n'ont jamais eu l'occasion de les utiliser. Les militants ont activé des dispositifs qui émettaient des impulsions à haute fréquence, faisant tomber instantanément les balmoris. Leur système nerveux spécialisé s'est révélé catastrophiquement vulnérable à la technologie ciblée. Devon et son équipe, suffisamment différents sur le plan physiologique pour ne pas être affectés, ont néanmoins suivi son rapide signe de la main et se sont effondrés comme s'ils étaient incapables de bouger. À travers ses yeux entr'ouverts, Devon regardèrent les militants sécuriser la salle en communiquant dans un langage de combat rapide. « Les balmoris sont neutralisés », rapporta l'un d'eux à un personnage que Devon reconnut comme étant le sous-directeur KRX, précédemment présenté comme l'assistant administratif de Ravkor. Les humains semblaient également affectés, ce qui n'était pas surprenant. CR répondit par un claquement de mâchoire que le traducteur de Devon traduisit par « amusement ». Sécuriser d'abord les cibles principales, les animaux de soutien émotionnel peuvent attendre, dit KRX. Devon réprima sa réaction à cette caractérisation dédaigneuse et se concentra plutôt sur la collecte de renseignements. Les diplomates, les animaux, ont été saisis et maîtrisés. Les militants étaient efficaces, mais pas particulièrement prudents avec leurs humains, apparemment inconscients, qu'ils traînaient brutalement vers un point de rassemblement près de la périphérie des chambres. KRX s'approcha du commandant Trellick, qui commençait à montrer des signes de récupération après le choc neural initial. « Commandant, votre présence ici est précieuse. Le Conseil galactique sera attentif lorsque nous démontrerons les conséquences de soutenir les demandes déraisonnables des colons. Le noyau ne répond pas à la force. » Trellick articula son discours avec difficulté. « Tout le monde répond à la force lorsqu'elle est appliquée correctement, » répondit Crossex. « Préparez le système de communication, nous transmettrons nos demandes dans l'heure. » Alors que les militants se concentraient sur la sécurisation des otages les plus précieux, Devon attendit son moment pendant une brève interruption causée par la résistance d'un diplomate dans une pièce séparée. Devon conduisit son équipe dans un retrait stratégique derrière des conteneurs de stockage, puis dans un passage d'accès à la maintenance qu'il avait repéré lors de leur arrivée. En quelques minutes, ils avaient disparu dans les infrastructures de l'installation, laissant les militants ignorer que leurs adversaires les plus dangereux étaient désormais libres d'agir. 12 militants étaient visibles sur les caméras de sécurité. Sophia a signalé que 27 otages avaient été mis en sécurité dans la salle de conférence principale, y compris le commandant Trellick. L'équipe humaine s'était regroupée dans un local technique, transformant un placard de rangement en centre de commandement improvisé. L'éclairage de secours projetait des ombres dures sur leurs visages alors qu'ils retiraient leurs uniformes de cérémonie pour révéler les vêtements, plus fonctionnels qu'ils portaient en dessous. « Et les observateurs du Conseil ?» demanda Devon en regardant les images de vidéosurveillance par-dessus l'épaule de Sophia. « Ils sont deux, ils sont arrivés à l'improviste juste avant l'attaque, » répondit Sophia en montrant deux silhouettes vêtues des robes gris argentées caractéristiques du Conseil. Observateur principal Niels Drave et observateur secondaire Telix von Moment opportun. Ellie remarqua en vérifiant les armes dissuasives compactes non létales qu'il s'était autorisé à porter et les armes compactes clairement interdites qu'il avait dissimulées dans son équipement, presque comme s'il savait que quelque chose se tramait. Ne tirons pas de conclusions hâtives. Dave mit en garde, bien que cette coïncidence le troublait. Marlowe. Tu as réussi à établir la communication. Marlowe secoua la tête. Tous les canaux autorisés sont bloqués par une technologie de brouillage sophistiquée.
Ce n'est pas un équipement CR standard, c'est probablement une technologie militaire, peut-être celle du Conseil. J'essaye d'établir une connexion limitée en utilisant les fréquences de maintenance, mais cela prendra du temps. Nous n'aurons peut-être pas le temps, fit remarquer Monique en organisant ses fournitures médicales. J'ai surveillé les communications des militants via le système interne. Ils prévoient d'exécuter les otages si leurs demandes ne sont pas satisfaites, en commençant par le personnel non essentiel dans 6 heures. Devon a traité cette information en évaluant leurs options limitées par rapport au protocole du GPC. Les règlements étaient clairs. Les soldats de la paix humains n'avaient pas le droit de participer à des opérations de combat non autorisées, quelles que soient les circonstances. S'ils intervenaient et échouaient, cela ferait reculer l'intégration humaine dans le noyau de plusieurs décennies. S'ils ne faisaient rien, des gens mourraient. Nous devons attendre l'autorisation, a suggéré Marlowe, bien que son ton ne trahissait aucune conviction. Le Conseil répondra lorsque Harmony aura fait rapport de notre situation. Harmony ne saura rien tant que nous n'aurons pas donné signe de vie, rétorqua Sophia. C'est dans 4 heures, et 16 militants semblent avoir accéléré le rythme. Nous n'allons pas rester les bras croisés. Devon prit une décision et durcit le ton. Je ne vais pas regarder des otages mourir en attendant l'approbation, bureaucratique approbation. Vous parlez de violer des ordres directs, a averti Marlowe. C'est la fin de votre carrière, voire de toutes nos carrières. Devon a regardé chaque membre de l'équipe dans les yeux. Je n'ordonne à personne de participer. C'est ma décision, et j'en accepterai les conséquences. Mais je ne peux pas, et je ne resterai pas les bras croisés alors que nous avons les moyens d'agir. Ellie a souri en vérifiant la charge de son arme dissuasive. Il était grand temps que montrer ce dont les humains sont vraiment capables. Je suis partante. Vous aurez besoin d'aide médicale, Monique ajouta simplement. Moi aussi, je suis partante. Sophia et Marlowe échangèrent un regard, puis acquiescèrent à l'unisson. Nous sommes avec vous, capitaine, confirma Sophia. Mais nous avons besoin d'un plan qui ne nous fera pas tous mourir. Devon activa les schémas des installations qu'ils avaient téléchargés. Alors élaborons-en un. Nous avons des ressources limitées de règles d'engagement restrictives et nous sommes en infériorité numérique pour la première fois depuis que nous avons rejoint le corps de la paix galactique. Devon sentit les restrictions s'effacer, le prédateur en lui, si longtemps tenu en laisse par la nécessité diplomatique, s'éveilla. Devon se déplaça silencieusement Dance, le conduit d'aération, contrôlant sa respiration et ses mouvements avec précision. Ses années d'entraînement dans les forces spéciales avant de rejoindre le noyau l'avaient préparé à ce genre d'opération, même s'il n'avait jamais imaginé utiliser ses compétences alors qu'il portait l'insigne des forces de maintien de la paix. « Vérification de l'équipe », murmura-t-il dans son implant de communication. « Alpha en position », répondit Ellie. « Systèmes environnementaux sécurisés, bêta prêt », rapporta Sophia. « Réseau de sécurité compromis et en boucle, ils verront ce que nous voulons qu'ils voient, gamma en position, ajouta Marlowe. Système de brouillage identifié, je peux créer une fenêtre de 30 secondes dans les communications si nécessaire, médicale attente, confirma Manique depuis leur poste de commandement improvisé. Devon atteignit sa destination. Une grille d'aération surplombant un petit bureau de sécurité où 2 militants surveillaient les communications. De sa position, il pouvait voir l'emplacement principal des otages sur leurs écrans. Le plan était méthodique. Isoler et réduire le nombre de militants en les éloignant des otages, puis créer une opportunité d'évacuation. Aucune force létale ne devait être utilisée, sauf en cas d'absolue nécessité. Début de la phase 1. Devon confirma à travers le complexe. Ellie activa une série dans les systèmes environnementaux. La régulation de la température a été coupée dans certaines sections, déclenchant des alarmes. La pression de l'air a fluctué dans d'autres sections. Les systèmes d'éclairage non essentiels ont été activés puis coupés de manière à suggérer une dégradation du système plutôt qu'un sabotage délibéré. Les militants en bason réagissent de manière prévisible en envoyant des équipes enquêter sur les dysfonctionnements. Les procédures de sécurité exigeaient de maintenir
L'intégrité environnementale dans un bâtiment creusé dans une montagne. 2 ciblesses déplaçant vers la section 7, Devon a signalé que les militants avaient quitté leur poste, passant à la phase 2. Il a retiré la grille de ventilation avec une certaine habileté, puis s'est laissé glisser silencieusement. Dans le bureau de sécurité, ses mouvements étaient fluides et économiques alors qu'il accédait à leur système, créant l'ouverture dont Sophia avait besoin pour achever son infiltration de leur réseau de sécurité, réseau sécurisé, a confirmé Sophia quelques instants plus tard. J'ai identifié l'emplacement de Krasex. Il se trouve dans ce qui semble être une suite de communications privées séparée de la zone principale où se trouvent les otages. L'itinéraire est fortement fortifié. Intéressant, murmura Devon. Avec qui communique-t-il pendant une prise d'otage? Je m'en occupe, répondit Sophia. Mais j'ai trouvé autre chose. 3 otages sont détenus séparément du groupe principal. L'un d'eux semble être Shara. Devon prit une décision rapide. Changement de plan. Je vais d'abord m'occuper des otages isolés. Nous pourrons les utiliser comme distraction pour, avec un peu de chance, faire sortir Krasex. C'est un écart par rapport au plan d'opération, a averti Marlowe. Devon a décidé de continuer quand même. Il s'est dirigé vers la sortie du bureau en vérifiant le couloir. Maintenez la surveillance et continuez comme prévu. Je vais extraire les otages secondaires et vous retrouver au point de contrôle 2. Il s'est glissé dans le couloir, se déplaçant comme une ombre. Les installations de Crete, conçues pour des êtres dotés d'exosquelettes et de multiples membres, comportaient des éléments architecturaux qui offraient une couverture abondante pour un humain se déplaçant avec détermination. Devon utilisa tous les avantages à sa disposition, synchronisant ses mouvements avec les rondes de sécurité que Sophia suivait et signalait. Les otages isolés étaient détenus dans ce qui semblait être une salle d'archivage gardée par un seul militant. Devon attendit que le garde ait terminé sa vérification, puis s'approcha silencieusement jusqu'au dernier moment où il fit délibérément frotter sa botte contre le sol, juste assez pour que le garde se retourne. Le militant se retourna son arme, mais Devon était déjà à portée de frappe. Un coup précis sur les centres nerveux que Monique avait identifiés dans la physiologie, des cris perturba le contrôle moteur sans causer de dommages permanents. Le garde s'effondra et Devon le maîtrisa à l'aide des sangles de son équipement. À l'intérieur de la salle d'archives 3 silhouettes étaient blotties les unes contre les autres. Un jeune diplomate Balmori, un assistant administratif Kriki, semblait être un otage plutôt qu'un collaborateur, et Charadine, les yeux de Vagalon s'écarquillèrent à l'apparition de Devon. « Ils sont humains », murmura-t-elle. « Nous devons agir vite, mon équipe est en train de créer des diversions, mais cela ne tiendra pas les militants occupés éternellement. » Devon répondit en vérifiant le couloir avant de leur faire signe de le suivre. Le diplomate, Balmori semblait, désorienté, souffrant encore des effets de l'impulsion neuronale. L'assistant Cree l'aida à se relever, tandis qu'ils s'engagèrent dans le couloir. « Par ici », dit Devon en les guidant vers un passage que Sophia avait identifié comme un itinéraire sûr vers leur point de rendez-vous. Ils étaient à mi-chemin, lorsqu'une patrouille a surgi de manière inattendue, s'écartant du schéma que Sophia avait. Le chef militant a d'abord été surpris, puis il a reconnu Devon lorsqu'il a identifié son uniforme sous l'azalté des conduits d'aération. « Un humain !» a-t-il grogné en cherchant son arme. Devon a poussé les otages derrière lui et s'est déplacé avec une rapidité féroce. Il n'avait plus d'autre choix qu'un affrontement direct. Le militant était plus grand, plus fort et blindé, mais Devon avait passé toute sa vie à se former pour devenir une arme. Le combat a été bref mais intense. L'exosquelette du militant, lui, offrait une protection naturelle, mais Devon visa les articulations et les organes sensoriels avec précision, ses mouvements changeant subtilement à mesure que son instinct de combat prenait le dessus. Ses pupilles se dilatant pour capter un maximum de lumière, ses muscles coordonnés avec une efficacité prédatrice, sa respiration et son rythme cardiaque s'ajustant automatiquement pour une performance optimale.
Le style de combat décrit était basé sur l'intimidation et la force écrasante, des qualités développées pour établir leur domination dans les conflits territoriaux, mais qui n'avaient jamais évolué pour contrer la létalité ciblée d'un véritable prédateur. En quelques secondes, le militant gisait inconscient et Devon se retourna pour trouver Sharara qui le regardait avec une expression de reconnaissance plutôt que de peur. « Vous n'êtes pas ce que le Conseil nous dit que vous êtes, les humains ?» dit-elle doucement. « Pas le temps, » répondit Devonen, faisant un geste pressant vers leur voie de fuite. « Nous devons partir avant que son absence ne soit remarquée. » Dans un sous-niveau de maintenance converti en zone de sécurité temporaire, Devon eut enfin l'occasion d'interroger Sharedin et Tandis, que Monnik examinait les autres otages sauvés. « Que se passe-t-il ici? Savez-vous quelque chose ?» demanda Devon. La peau translucide de Shara ondula de couleur, indiquant des émotions complexes. Pas spécifiquement, mais j'ai senti de la tromperie de la part de la délégation Krit lors des communications préliminaires. Quand j'ai vu la configuration de sécurité à notre arrivée, j'ai reconnu le schéma d'incident précédent. Incident précédent, insista Devon. Ce n'est pas un événement isolé. Ce conflit sert de couverture à quelque chose de beaucoup plus important, expliqua Shara en baissant la voix, malgré leur emplacement sécurisé. Les Krifts ont découvert un minéral rare, sur Vega 9 qui affecte les capacités télépathiques, un amplificateur sans précédent certain, membres du Conseil veulent le contrôler. Dans quel but? Pour exercer une influence politique? Les couleurs de Shara s'assombrirent. L'amplification télépathique permettrait une influence sans précédent sur les délibérations du Conseil. Les militants ne sont pas seulement des nationalistes, Krits radicaux, ils travaillent pour des factions du Conseil. Les implications étaient stupéfiantes. Il ne s'agissait pas seulement d'une prise d'otage, mais d'un complot touchant la gouvernance galactique. Cela explique l'arrivée opportune de l'observateur du Conseil, conclut Devon. Mais pourquoi prendre des otages? Pourquoi ne pas simplement s'emparer des gisements minéraux? Les dispositions de la loi du Conseil relative aux droits des autochtones protègent les gisements tant que les colons maintiennent leurs revendications sur les terres. Une résolution du conflit accordant le droit minier contournerait ces protections. Le regard de Carrara était fixe. La crise crée un prétexte pour une décision d'urgence du Conseil. Avant que Devon puisse répondre, son implant de communication s'activa et la voix de Sophia retentit. « Capitaine, la situation évolue rapidement. Curvex déplace les otages. On dirait qu'ils accélèrent leur calendrier. Compris? Rendez-vous au point de contrôle 3. » Devon se tourna vers Shara. « Pouvez-vous mettre les autres en sécurité? Si je vous donne les instructions? » « Oui, mais que comptez-vous faire? » L'expression de Devons durcit. « Ce que nous faisons le mieux, nous nous adaptons, nous improvisons, nous surmontons les obstacles. » L'équipe se regroupa au point de contrôle 3, un nœud de maintenance donnant accès à plusieurs systèmes de l'installation. Devon les informa rapidement des révélations de Sharara pendant qu'il mettait à jour l'état des opérations. « Les communications ont été modifiées, » rapporta Marlowe. « Ils autorisent désormais la transmission à faisceau étroit sur une fréquence spécifique, très certainement celle de leur contact au sein du Conseil. » « J'ai identifié la source du brouillage, » ajouta Sophia. « Nous pourrions le désactiver, mais il saurait immédiatement qu'il s'agit d'une action délibérée. »« Et les otages ?» demanda Devon. « Ils sont regroupés dans la salle de traitement principale, » rapporta Ellie. « Il y a moins de gardes, mais le dispositif de confinement est plus efficace. Ils ont établi une zone mortelle autour des points d'accès. RAVX se prépare à faire une annonce, tout en continuant à afficher les images de vidéosurveillance sur son écran portable. Il installa du matériel de communication dans ce qui ressemblait à un poste d'exécution. Devon étudia la disposition des lieux en intégrant les nouvelles informations à leur plan existant. Ils provoquent une situation de crise pour pousser le Conseil à agir immédiatement. Nous devons agir maintenant avant que les otages ne soient blessés. Une attaque directe serait suicidaire, fit remarquer Ellie. Même avec l'effet de surprise, nous sommes en infériorité numérique et moins bien armés.
Nous avons alors modifié les paramètres. Devon a pris une décision. Sophia, peux-tu accéder au système de contrôle des chambres de traitement? Déjà fait. À quoi penses-tu? Les cris ont évolué dans un monde hautement radioactif. Leur spectre visuel est décalé vers l'ultraviolet. L'esprit de Devon réfléchissait à toute vitesse. Peux-tu contourner les systèmes d'éclairage dans la chambre de traitement? Sophia sourit lorsqu'elle comprit. Créer un avantage pour les humains? Oui, je peux moduler le spectre pour interférer avec le traitement visuel des cris tout en optimisant la vision humaine. Fais-le. Devon donna l'ordre à Ellie. Nous avons besoin d'une diversion pour détourner l'attention de la manipulation de l'éclairage par Sophia. Quelque chose d'important, mais qui ne menace pas immédiatement les otages. Le système de traitement des déchets fonctionne directement sous la chambre. Ellie suggéra qu'un dysfonctionnement contrôlé créerait un bruit et des vibrations importants. Fais-le. Devon se tourna vers Marcus. Quand nous s'agirons, nous aurons besoin d'une brève fenêtre de communication pour transmettre les preuves du complot à l'harmonie. 30 secondes devraient en suffire. Je vais créer une perturbation focalisée dans le champ de brouillage, Marlowe. Confirmé, mais cela sera détecté presque immédiatement. C'est pourquoi le timing est crucial. Devon expose le plan modifié, attribue des tâches spécifiques à chaque membre de l'équipe. Nous passons à l'action dans 15 minutes. Prenez position et attendez mon signal. Devon se positionne dans un passage d'accès à la maintenance au-dessus de la chambre de traitement T, observe à travers une grille d'aération, tandis que Krasex prépare son annonce. Le commandant Trelick et les observateurs du conseil étaient, bien en vue, leurs entraves visibles par le public prévues pour la diffusion. Les autres otages étaient agenouillés en rang, entourés de militants dont les armes restaient braquées sur eux. Les préparatifs de transmission sont terminés, annonça l'un des techniciens. Prêt? À votre signal, sous-directeur Krask s'avança, les mandibules disposées dans ce que Devon reconnut comme un geste d'autorité formelle. Commencez la transmission vers le canal d'urgence du Conseil. Devon activa son implant de communication. Toutes les positions? Alpha en position, dit Ellie d'une voix calme et professionnelle. Beta, prêt? Sophia semblait concentrée et déterminée. Gamma, en attente, dit Marcus, imperturbable comme toujours. Médecin, prêt. Monique, dont le rôle allait bientôt devenir crucial, acquiesça. Exécuté! Devon donna l'ordre et le plan se déroula avec précision. Tout d'abord, le système de traitement des déchets situé sous la salle tomba en panne de manière spectaculaire, provoquant une vibration sourde qui attira l'attention des militants vers le bas. Quelques secondes plus tard, le système d'éclairage changea de manière imperceptible à l'œil humain, mais désorientant pour les systèmes visuels des cris évolués pour différentes longueurs d'onde. Alors que les militants luttaient pour s'adapter, Devon donna l'ordre final. Sophia déclencha les protocoles de ventilation d'urgence, remplissant la salle d'une vapeur inoffensive mais obscurcissant la vue. Simultanément, Ellie créa des dysfonctionnements environnementaux secondaires qui obligèrent les militants à diviser leur attention. Devon sauta de la passerelle dans la vapeur qui se répandait et se dirigea immédiatement vers le groupe d'otages le plus proche. Sa vision, optimisée par le décalage spectral mis en place par Sophia, lui permettait de se déplacer efficacement tandis que les militants luttaient contre une vision dégradée. « Restez baissés !» ordonna-t-il aux otages Stout en coupant leurs liens à l'aide de son outil multifonction. « Dirigez-vous vers la sortie S quand je vous le dirai. » Un militant émergea de la vapeur dégagée par l'arme. Devon engagea le combat sans hésiter, ses mouvements fluides et précis comme ceux d'un prédateur. Le combat fut bref et décisif, et le militant incapacité de l'autre côté de la pièce. Devon pouvait sentir plus qu'il ne voir son équipe exécuter ses missions avec la même précision. Devon se fraya un chemin vers le commandant Telvik et les observateurs du Conseil, neutralisant 2 autres militants grâce à sa meilleure adaptation à la situation. Les observateurs du Conseil regardaient avec des expressions de choc. Devon émergeait de la vapeur pour libérer leurs liens. Il s'agit d'une intervention non autorisée.
déclara l'observateur Drave, bien qu'il n'opposât aucune résistance à sa libération. Déposez une plainte plus tard, répondit Devon en se dirigeant au commandant Trellick. Commandant, nous avons créé une voie d'extraction pour les otages. Les yeux composés de Trellick se fixèrent sur Devon avec une nouvelle évaluation. Votre équipe a lancé cette opération sans autorisation. Nous avons lancé cette opération parce que des gens étaient sur le point de mourir, corrigea Devonen, coupant les liens du commandant. Et parce que toute cette crise a été fabriquée de toutes pièces pour s'emparer de minéraux amplificateurs télépathiques. Avant que Trellick ne puisse répondre, une figure surgit de la vapeur. Krasex tenait une arme à énergie nettement plus avancée que la technologie Cri-Standard. L'arme se décharge, manquant Devon mais touchant Monique, qui s'approchait avec, des fournitures médicales pour les otages blessés. Le sang gicla dans la pièce lorsque l'explosion atteignit l'épaule de Monique. L'odeur frappa Devon comme un choc électrique, déclenchant une réaction involontaire ancrée dans l'évolution. Ses pupilles se dilatèrent complètement et sa posture s'abaissa en une position de combat, ses mouvements devenant fluides et prédateurs. Kresvex se figea un instant, ses yeux composés enregistrant la transformation. Ce n'était pas l'humain. Diplomate que le Conseil galactique avait décrit, c'était quelque chose que son espèce reconnaissait à un niveau primitif, un prédateur en pleine action. Devon réagit sans hésiter, esquivant une deuxième explosion tout en se rapprochant de Krasex. Son attaque visait les articulations vulnérables de l'exosquelette du Cri avec une précision née à la fois de son entraînement et de son instinct. Chaque coup était économique conçu pour neutraliser avec le minimum de force nécessaire dans la pièce. Des transformations similaires se produisirent parmi l'équipe humaine lorsqu'ils constatèrent la blessure de Monique. Les militants, restants, témoins de ce changement collectif dans le comportement humain, répandirent des messages terrifiants annonçant la mort, dissimulés sous de vêtements diplomatiques. Le commandant Travik et les autres otages regardèrent avec stupéfaction l'équipe humaine qu'ils avaient auparavant écartée, mener une attaque parfaitement coordonnée qui neutralisa plusieurs militants armés sans faire de victimes. Le contraste entre leur attitude diplomatique précédente et cette démonstration d'efficacité prédatrice contrôlée ne pouvait être plus frappant. En quelques minutes, la situation s'était inversée. Les militants gisaient immobilisés ou inconscients, tandis que les otages se rassemblaient près des points d'extraction. L'équipe de Devon avait mis Monique en sécurité malgré sa blessure, et lui prodiguait déjà des soins d'urgence aux diplomates blessés, sa formation médicale prenant le pas sur sa douleur personnelle. Devon approcha de Kresvex, qui gisait immobilisé mais conscient après leur confrontation. « Cette opération est terminée », déclara-t-il avec une autorité calme. Nous avons transmis preuve de votre complot à l'harmonie. Vous n'avez rien changé, Kresvex répondit-il en claquant des mandibules dans ce qui pouvait être un signe d'amusement ou de défi. Le Conseil connaissait vos capacités, c'est pourquoi il vous a contraint. Vous avez maintenant prouvé que ces craintes étaient justifiées. Avant que Devon puisse répondre, les communications de l'installation furent soudainement rétablies, non pas grâce aux efforts de Marcus, mais grâce à une intervention extérieure. L'écran principal s'activa, montrant l'approche d'un vaisseau de la force d'intervention du Conseil galactique. Ici, l'orbiteur senior Dra Mourd, la division d'application de la loi du Conseil galactique, annonça un Balmori à l'air sévère, dont l'uniforme orné dénotait un rang élevé. Nous répondons au protocole d'urgence activé depuis Vega 9. Toutes les parties ont pour instruction de maintenir leur position en attendant notre arrivée, Devon. Devon échangea un regard avec le commandant Trellick. Un timing parfait, mais remarqua-t-il, presque comme s'ils attendaient à proximité. L'observateur Drave s'avança en redressant sa robe. Le Conseil réagit toujours rapidement aux crises impliquant des ressources précieuses, répéta Devon. Des ressources précieuses, répéta l'observateur. Pas des vies précieuses, répondit Devon. L'observateur ne répondit pas et activa un appareil de communication personnelle. Maintenant que le brouillage avait cessé, Devon rassembla son équipe tout en maintenant la sécurité autour des militants maîtrisés. « Rapport de situation », ordonna-t-il.
l'inquiétude se lisant sur son visage alors qu'il examinait les blessures de Monique. « Je vais survivre », lui assura Téline, appliquant un patch régénérateur sur son épaule qui cautérisa immédiatement la plupart des dommages. « Nous avons transmis des données partielles avant que les communications ne soient rétablies », Marlowe a signalé, « mais je ne sais pas combien ont été transmises. »« Le vaisseau du Conseil va accoster dans environ 20 minutes », a ajouté Sophia N, surveillant les systèmes externes. Ils diffusent des protocoles de sécurité qui prendront le pas sur les contrôles de la base à leur arrivée. Devon fit une rapide évaluation. L'arrivée des forces de l'ordre du Conseil aurait dû être une bonne nouvelle, des renforts pour sécuriser les otages et les militants, mais la réaction de l'observateur DRA et la confiance de KRX suggéraient autre chose. Ils sont là pour les gisements minéraux, réalisa Devon, pas pour résoudre la prise d'otages. Les protocoles de confinement standard mettraient tous les témoins en quarantaine, nota Ellie d'un ton sinistre. Y compris nous, dit Devon en se tournant vers Shara qui les avait rejoints pendant la confusion. Ces minéraux qui amplifient la télépathie, quelle importance ont-ils pour votre peuple? Ils sont sacrés, répondit-elle. Ils ne sont pas seulement précieux, ils sont au cœur de notre identité culturelle. Leurs fréquences résonnent avec nos schémas neuronaux d'une manière qui a façonné notre société. Devon acquiesça. La décision est prise. Nous devons nous assurer que la vérité soit révélée avant que le Conseil ne puisse la contenir. Il se tourna vers son équipe. Nous allons nous opposer directement à l'autorité du Conseil. L'équipe réagit à peine à ce qui aurait été impensable quelques heures auparavant. Après avoir enfreint le protocole pour sauver des otages, défier le Conseil lui-même semblait être une suite logique. Marcus, trouve un moyen de diffuser tout ce que nous avons appris en dehors des canaux de contrôle du Conseil. Sophia, sécurise autant que possible les systèmes de l'installation avant que le vaisseau d'intervention ne puisse les neutraliser. Ellie établit des positions défendables autour des otages. « Et les minéraux » demanda Sophia. « Nous ne sommes pas ici pour saisir des ressources », clarifia Devon. « Nous protégeons des personnes 7, révélons la vérité. » Alors que son équipe se mettait en place pour exécuter ses missions, Devon approcha le commandant, Trellick, qui observait les humains avec une intensité analytique. « Commandant, j'ai enfreint les protocoles et j'accepterai les conséquences, » déclara Devon. « Mais pour l'instant, nous devons empêcher le Conseil et les forces de faire disparaître les témoins et les preuves. » Les yeux composés de Trellick se fixèrent sur Devon avec une expression indéchiffrable. « Les humains sous mon commandement ne sont pas ce que le noyau a décrit dans nos briefings. » Non, Devon reconnut, nous pas vous auriez pu prendre le contrôle à tout moment pendant nos missions ensemble, ce n'était pas notre but, ce n'est toujours pas le cas. Trelvik semblait avoir pris une décision. La directive principale du corps de paix galactique est de protéger les droits des êtres sensibles et de maintenir la justice. Les violations du protocole sont secondaires. Ses mandibules bougèrent d'une manière que Devon n'avait jamais vue auparavant. Je soutiendrai votre autorité dans cette affaire, capitaine Harris. C'était la première fois que Trellick reconnaissait le grade de Devon sans réserve. 23 minutes plus tard, l'arbitre Dramor entra dans la salle de traitement, accompagné d'un groupe d'agents du Conseil. La scène qui l'accueillit n'était pas celle à laquelle il s'attendait, au lieu du chaos. Il trouva un périmètre de sécurité, organisé, maintenu conjointement par l'équipe humaine et les officiers balmorites du commandant Trellick, qui avaient suffisamment récupéré pour reprendre leurs fonctions. Les otages étaient mis en sécurité dans une zone protégée et recevaient des soins médicaux du docteur Washington. Les militants étaient détenus séparément, Krasex étant isolé sous bonne garde. « Que signifie tout cela » demanda Dramor en se concentrant sur l'observateur Drave. Votre communication indiquait que la situation était incontrôlable. Les forces de maintien de la paix humaine sont intervenues sans autorisation, répondit sèchement l'observateur Drave. La situation a évolué rapidement. Devon s'avança. Arbitre Dramour, nous avons découvert des preuves d'un complot impliquant des représentants du Conseil, des militants Kraï et des minéraux amplificateurs télépathiques indigènes de Vega 9.
Toute cette crise a été orchestrée pour contourner les droits des Autochtones. Le capitaine Harris outrepasse son autorité, répondit Dramor avec dédain. Les humains ont un rôle consultatif au sein du noyau. Retirez-vous et soumettez-vous au débriefing. Nous ne pouvons pas obéir à cet ordre, répondit Devon d'un ton calme. Pas si cela compromet la sécurité de ces personnes, c'est les preuves que nous avons obtenues. L'expression de Dramour se durcit. Cette installation est désormais soumise à des protocoles de quarantaine. Tout le personnel sera isolé attendant l'enquête. Les forces de l'ordre, sécuriser les soldats de la paix humains. Alors que les forces de l'ordre s'avançaient, Devon fit un signe subtil à travers la salle. Son équipe activa les systèmes qu'elle avait préparés pendant la brève fenêtre avant l'arrivée du vaisseau du Conseil. Les réseaux de communication de l'installation diffusèrent soudainement toutes les preuves qu'ils avaient rassemblées. La conspiration, l'implication du Conseil, la véritable valeur de minéraux à tous les vaisseaux Peace-Corps du secteur. « Qu'avez-vous fait » demanda Dramor, alors que des alertes clignotaient sur son appareil de communication, garantissant que le confinement n'était pas une option. Devon répondit que la vérité sur cette situation avait été transmise à trop de témoins pour disparaître. Profitant de la confusion momentanée, Devon s'adressa au système de communication principal de la salle. Ici, le capitaine Devon Harris du Corps de la Paix Galactique, invoquant le protocole d'urgence pour les témoins en vertu de l'article 12 de la Charte fondamentale, j'atteste officiellement que les représentants du Conseil ont conspiré avec des militants crites pour provoquer cette crise sur Vega 9, mettant en danger le personnel diplomatique afin de prendre le contrôle des ressources protégées par les lois sur les droits des peuples autochtones. Commandant Trellick, avancé. Commandant Trellick, officier supérieur du vaisseau de maintien de la paix Harmonie, je confirme ce témoignage et soutiens le capitaine Harris dans son invocation du protocole d'urgence pour les témoins. Charadine les rejoignit en tant que représentante reconnue de la population indigène de Vega 9. J'invoque l'article 7 de l'accord sur les droits des êtres sensibles pour demander la protection contre l'appropriation des ressources sans consentement. Ces manœuvres juridiques n'étaient pas seulement symboliques, car les dispositions invoquées exigeaient un examen complet par le Conseil avant que toute autre mesure puisse être prise concernant les ressources contestées ou des témoins des événements. Cela liait effectivement les mains du docteur Mourea, moins qu'il ne soit prêt à violer ouvertement les lois fondamentales du Conseil. L'arbitre a évalué la situation avec un froid calcul. Vous comprenez les conséquences de ces actions, capitaine Harris. Les humains ont un statut fragile dans la société galactique. Cette démonstration confirme les inquiétudes concernant l'imprévisibilité de votre espèce. Notre imprévisibilité vient de sauver des vies, a rétorqué Devon. Si cela nous coûte notre statut dans un système qui privilégie la convenance politique à la vérité, tant pis savant que la confrontation ne s'aggrave davantage. De nouvelles alertes retentirent. Des vaisseaux supplémentaires du corps de la paix arrivaient en réponse aux transmissions. Des renforts que Dramor n'était pas en mesure de contenir ou de contrôler. L'arbitre opta pour une retraite tactique. Cette affaire serait résolue par les voies appropriées. Toutes les preuves et tous les témoignages seraient conservés pour examen par le Conseil. Il se tourna vers ses hommes. Sécurisez les militants, établissez un périmètre autour des gisements minéraux en attendant la résolution de la situation. Ce n'était pas une victoire, mais c'était être connaissance que la situation avait dépassé la capacité de Dramor à réprimer la conspiration, avait été trop complètement exposée pour être simplement contenue, alors que les hommes de main se retiraient vers leurs objectifs modifiés. L'équipe de Devon se regroupa, l'intensité prédatrice qui avait caractérisé leurs opérations de combat était estompée, remplacée par le professionnalisme concentré qui était leur état normal. Une dualité que la communauté galactique n'avait pas comprise. Tu penses qu'on a encore un boulot après ça? Marlowe demanda à Riley. Je serais satisfaite de ne pas avoir été assassinée pour être honnête, répondit Sophia. Devon regarda Monique soigner les otages blessés avec une compétence douce. Les mêmes mains qui avaient efficacement neutralisé les militants apportaient maintenant du réconfort aux blessés. La contradiction n'était pas vraiment une contradiction, mais simplement la réalité complexe d'une espèce qui avait évolué pour être à la fois prédatrice et protectrice.
Quoi qu'il arrive, dit-il à son équipe, nous avons fait ce pour quoi nous sommes venus ici. Nous avons maintenu la paix d'une manière ou d'une autre. 3 semaines plus tard, Devon se tenait devant le comité disciplinaire du Conseil galactique à bord du vaisseau administratif Justice Eternal. La procédure avait attiré une attention sans précédent, avec des représentants de dizaines d'espèces présents en tant qu'observateurs. Le corps diplomatique humain s'attendait à une condamnation qui mettrait fin à leur carrière, voire à l'expulsion des humains du corps de la paix. Au lieu de cela, l'enquêteuse était transformée en quelque chose d'inattendu, une réévaluation fondamentale du rôle de l'humanité dans la société galactique. Le commandant Trellick avait fourni un témoignage qui choquait le comité. L'équipe humaine a démontré des capacités que le noyau a délibérément supprimées. Leur évaluation tactique, que j'ai rejetée, aurait empêché la crise si j'y avais prêté attention. Leur efficacité au combat, que nous avons systématiquement sous-estimée, a sauvé des vies lorsque les approches conventionnelles ont échoué. Le noyau a mal classé et mal utilisé les soldats de la paix humains pour des raisons politiques plutôt que sur la base d'une évaluation objective. Le témoignage de Shara avait été tout aussi percutant. L'incompréhension fondamentale du Conseil en matière de biologie et de psychologie humaine a failli mener au désastre. Les humains ne sont pas ce que vous prétendez qu'ils sont, mais leurs capacités prédatrices coexistent avec des contraintes éthiques dont beaucoup d'espèces sont dépourvues. Ils auraient pu prendre le contrôle à tout moment, mais ils ont choisi de nous protéger à la place. Le dernier témoin était l'arbitre Dramor lui-même, dont le témoignage a confirmé à contre-cœur que la conspiration s'étendait jusqu'au plus haut niveau du Conseil. La crise politique qui a suivi avait imposé des réformes sans précédent en matière de transparence et des réaffectations à tous les niveaux de la gouvernance du Conseil. Alors que la Commission s'apprêtait à annoncer ses conclusions, Devon se tenait au garde-à-vous dans son uniforme officiel, prêt à affronter les conséquences, quelles qu'elles soient. Le conseiller adjudicator Vela, un vénérable vagalon, dont la peau translucide s'était estompée avec l'âge, s'adressa à l'Assemblée après un examen approfondi. Cette commission conclut que, bien que le capitaine Harris ait enfreint des protocoles explicites concernant les rôles de maintien de la paix des humains, ces violations ont été commises en réponse à des circonstances extraordinaires, circonstances qui menaçaient des vies et des droits fondamentaux. Elle a continué son harmonie résonnant avec l'autorité officielle. Plus significativement, cet incident a révélé une représentation systématiquement erronée des capacités humaines au sein des institutions galactiques. Que ce soit par une politique délibérée ou par une incompréhension culturelle, les humains ont été classés de manière incorrecte et soumis à des restrictions inappropriées. Devon a gardé son sang-froid lorsque le juge a annoncé la décision du comité. Le capitaine Harris est par la présente promu commandant régional avec le pouvoir d'établir de nouveaux protocoles de formation pour les soldats de la paix humains. Le noyau va immédiatement revoir toutes les restrictions sur les capacités de service des humains dans le but d'une intégration appropriée basée sur les attributs réels plutôt que présumés. L'Assemblée a éclaté en réactions mitigées. Surprise, inquiétude, approbation et appréhension ont envahi les représentants réunis. Devon lui-même a ressenti un moment d'incrédulité. Il s'attendait à une punition, pas à une promotion. À l'issue de la procédure officielle, Devon a été approché par le commandant Trellick. Ce résultat est sans précédent, a observé l'officier de Balmorrie. De nombreuses espèces restent préoccupées par l'extension de l'autorité humaine dans les opérations de maintien de la paix, et ce à juste titre. Devon a reconnu que notre histoire est marquée à la fois par une grande compassion et par une violence terrible, mais que nous avons su contrôler ces aspects prédateurs même au plus fort de la crise. Trellick a souligné que cette application sélective de l'agressivité était remarquable. C'est ce qui fait de nous des êtres humains, je suppose, y a simplement expliqué Devon. 6 mois plus tard,
Devon s'est adressé à la première promotion mixte de stagiaires du Corps de la paix qui comprenait des humains dans toutes les spécialisations, y compris le combat et le leadership. Le centre de formation de Vega 9, créé dans le cadre de la résolution qui protégeait les minéraux télépathiques tout en autorisant des études scientifiques limitées, représentait un nouveau chapitre dans les relations galactiques humaines. Les défis à venir sont importants, a déclaré Devon aux stagiaires rassemblés, aux côtés des humains, des balaxies, des vagalins, des cris et d'une douzaine d'autres espèces. Une grande partie de la communauté galactique considère désormais les humains avec un respect accru, mais aussi une crainte accrue. Notre responsabilité est de démontrer que nos capacités prédatrices peuvent coexister avec des objectifs éthiques. Il a activé une simulation d'entraînement, un scénario de prise d'otage rappelant la crise qui avait tout changé. Alors que les lumières s'éteignaient pour s'adapter à la portée visuelle des différentes espèces, les pupilles de Devon se sont dilatées automatiquement dans l'obscurité. Un jeune stagiaire Balmori qui se tenait à proximité a remarqué cette réaction physiologique et a sursauté involontairement. Devon a reconnu cette réaction avec compréhension plutôt qu'avec offense. Oui, cela se produit automatiquement. Il confirma au groupe « Beaucoup de nos traits prédateurs sont des réactions involontaires. La dilatation des pupilles dans l'obscurité, la libération d'adrénaline en cas de menace, la concentration. Accrue en situation de crise. Mais ce qui importe, c'est ce que nous choisissons de faire de ces réactions. » Il guida les stagiaires à travers la simulation, leur montrant comment une concentration prédatrice contrôlée pouvait être orientée vers la protection plutôt que vers l'agression. Peu à peu, les stagiaires non humains commencèrent à comprendre que les traits évolutifs des humains étaient des outils pouvant servir des objectifs pacifiques lorsqu'ils étaient guidés par des choix éthiques conscients. Dans la salle d'observation surplombant la salle d'entraînement, Shara observait aux côtés des représentants du Conseil en visite. Le diplomate à côté d'elle a exprimé les inquiétudes qui persistaient dans la salle du Conseil. Certains se demandaient si révéler la nature humaine valait la peine de provoquer un tel bouleversement politique. La peau de Shara s'est mise à onduler de couleur, signe de sa conviction que la paix véritable ne peut être construite que sur la vérité, non sur des illusions confortables. Le système précédent était intrinsèquement instable, fond des usures, des malentendus et la peur plutôt que sur une évaluation précise. Sur le terrain d'entraînement Devon travaillait avec une équipe mixte d'humains et de non-humains qui naviguaient dans la simulation complexe. Les humains démontraient leur efficacité prédatrice, tandis que leurs homologues non-humains apportèrent des capacités uniques qui manquaient aux humains. L'empathie des Vegalianes, la coordination multimembre des Balmori, la résilience environnementale. Décrit. Sharara ajouta avec une subtile note d'amusement. Les humains ne sont pas la seule espèce à avoir des profondeurs cachées. L'erreur fondamentale du Conseil était de supposer que la prédestination biologique dictait le comportement. Ce qu'est l'incident de Vega 9 a prouvé, c'est que le choix importe plus que les capacités. Le représentant du Conseil a réfléchi à cela en regardant l'équipe intégrée atteindre avec succès son objectif de formation. Les humains se déplaçaient avec grâce aux côtés d'êtres évolués à partir d'espèces proies, chacun contribuant avec ses dons évolutifs à un objectif commun. Peut-être le représentant a-t-il admis qu'il y avait une certaine sagesse dans cette intégration après tout. En contrebas, Devon a conclu l'exercice et rassemblé les stagiaires pour débriefing. La nervosité que les stagiaires non humains avaient initialement manifestée envers leurs homologues humains avait nettement diminué grâce à l'expérience partagée et à la compréhension mutuelle. L'un des stagiaires humains posa la question qui dominait encore les discussions dans toute la société galactique. « Commandant Harris, vont-ils vraiment nous faire confiance maintenant qu'ils savent ce que nous sommes ?» Devon réfléchit attentivement à la question. La confiance ne se construit pas sur l'ignorance, mais sur le caractère démontré. Oui, les humains ont évolué en tant que prédateurs, mais nous avons également évolué tant que protecteurs de nos familles, de nos communautés et de nos valeurs.
Notre défi n'est pas de cacher notre nature, mais de montrer que notre capacité à la violence ne remet pas en cause notre humanité. Il sourit légèrement en se souvenant des paroles de Shara quelques mois plus tôt. En fin de compte, ce qui définit une espèce douée de conscience, ce n'est pas la biologie dont elle hérite, mais les choix qu'elle fait avec celle-ci. Alors que les stagiaires se dispersaient pour rejoindre leur prochaine mission, Devon aperçut son reflet dans une vitrine de la salle d'entraînement. L'uniforme du corps de la paix galactique ne lui semblait plus un costume, mais plutôt l'expression authentique d'une mission. La nature prédatrice de l'humanité n'avait pas changé, mais sa compréhension à travers la galaxie avait évolué, passant d'une conception erronée et craintive à une vérité complexe. Ce n'était pas une acceptation parfaite, ce n'était pas une confiance universelle, mais c'était un début honnête, fondé sur ce que les humains étaient vraiment plutôt que sur ce que les autres souhaitaient qu'ils soient.